Bonjour à toutes et tous. Pour cette leçon, j'ai choisi de rester dans le domaine de l'étiologie, à savoir donc les multiples récits que les Grecs construisaient pour rendre compte de l'origine d'une pratique, notamment une pratique rituelle. C'est ce que l'on a analysé dans la théogonie avec la question de la crise prométhéenne, tout autant que dans les hymnes homériques à Déméter et surtout à Hermès la semaine dernière. Mais si j'ai jusqu'à présent ancré mon propos dans la poésie archaïque, le dossier que je vais vous soumettre aujourd'hui ne répond pas absolument à cette unité de genre et de temps. Il s'agit, comme vous le voyez à l'écran, du dossier des bouphonies, qui est en fait la francisation du grec bouphonia. Ce dossier est complexe sur plusieurs plans, comme nous allons le voir, et la diversité chronologique des éléments qui le composent n'est pas la moindre de ces complexités, vous vous en rendrez compte très vite. Je vais en effet imposer à mon propos un grand écart chronologique entre donc, la poésie archaïque que j'ai analysée jusqu'ici et le kaléidoscope des textes de différentes périodes qui parlent des bouphonies. Malgré cet éclatement chronologique, qui pourrait être conçu comme un problème de méthode, il me paraît justement de bonne méthode de mettre en série des traditions narratives qui évoquent l'origine des gestes rituels du sacrifice. Le tout, finalement, est de ne jamais oublier, de ne jamais perdre de vue la figure imposée, à savoir le grand écart. Enfin, dernière raison de convoquer les bouphonies, ce dossier a en fait retenu l'attention dans nombre d'interprétations modernes qui ont marqué l'étude du sacrifice grec. C'est donc une pièce importante à traiter, une pièce documentaire importante à traiter pour comprendre la culture sacrifiante des Grecs, même si, vous le verrez, la part des dieux, qui constitue le titre principal de mes cours cette année, restera cette fois en retrait de mon propos. Le terme de bouphonia, je rentre donc dans le cœur de la matière, le terme de bouphonia désigne un rituel qu'accomplissaient les Athéniens lors des dipolia ou dipoleia, les graphies du nom sont diverses, à savoir, comme vous le voyez à l'écran, la fête de Zeus Polios, célébrée sur l'acropole d'Athènes dans la chaleur de l'été, au mois de Skyrophorion, probablement le 14, c'est-à-dire dans notre compute début juillet. Une autre fête acropolitaine de plein été était célébrée pour Athéna Polias, ce sont les célèbres Panathénées, organisées à la fin du mois suivant en Hécatombaion, c'est-à-dire, donc, selon toujours notre propre calendrier, au milieu du mois d'août. Entre les deux, début août, la fête des Synoïkia, le 16 Hécatombaion, célébrait le synécisme d'Athènes. Synécisme, c'est littéralement le fait d'habiter ensemble, sous l'impulsion, donc un synécisme qui avait été réalisé dans les traditions athéniennes sous l'égide du roi Thésée, qui était censé avoir réuni en une seule cité les différentes communautés qui vivaient jusque-là séparément dans le territoire de l'Attique. Les bouphoniens s'inscrivent sur cet arrière-plan de rituels qui célèbrent la polis, la cité, sous l'égide des deux dieux, Zeus, Athéna, dont l'attribut onomastique, Polias, Polios, masculin-féminin, féminin-masculin, dans cet ordre-là. Donc cet attribut onomastique exprime à la fois l'acropole, puisque des auteurs nous renseignent sur le fait que la manière de désigner l'acropole anciennement c'était polis. Acropolis, c'est le sommet de la polis, mais voilà, polis pouvait signifier acropole. Donc, Polios et Polias expriment à la fois le rapport à cette acropole comme espace et à la cité comme collectif, parce qu'évidemment, le sens de l'attribut onomastique a évidemment aussi été conçu comme étant en relation étroite avec la cité elle-même, un peu dans le même principe que polyoukos, dont je vous ai parlé lors de la première leçon.
Je vous rappelle, puisque j'en ai parlé lors de la réflexion sur l'hymne Hécat dans la Théogonie, qu'à la même période de l'année, le 3 Schirophorion, un peu avant les Dipolies, les gens du dématique d'Erchia honoraient sur leur propre acropole les mêmes dieux que ceux de la citadelle du centre-ville, dont Zeus Polios et Athéna Polias. La configuration des fêtes de l'été se joue donc en miroir entre le centre-ville, avec la citadelle que nous connaissons tous, et l'Édème. Malheureusement, la documentation est trop fragmentaire pour comprendre véritablement l'articulation précise entre ces fêtes du centre-ville et d'Édème. Mais avant d'entreprendre l'analyse du dossier athénien des bouffonies, je voudrais faire quelques remarques sur le champ lexical du nom pluriel bouffonia. C'est important d'avoir ce fondement lexical pour comprendre la suite. Alors la formation du mot, elle est simple, elle est limpide, bous qui désigne un bovin, ou au féminin, ça peut être évidemment un bovin, donc ça peut être soit un bœuf castré au masculin, soit une vache au féminin, selon que l'article est masculin ou féminin. Et le champ lexical du phonos, c'est-à-dire le fait d'abattre, de tuer, et il faut souligner d'emblée, parce que ce sera très important pour la suite de mon propos, que le terme impliquera toujours davantage la dimension morale, voire juridique, du fait de tuer un être vivant. Il s'agit alors d'un meurtre. Et la traduction par meurtre sera souvent pertinente. Un tel lexique, évidemment, pour l'abattage, est connoté à partir du moment où on a cette dimension morale, contrairement à des termes techniques ou simplement descriptifs que nous avons déjà vu passer en analysant les sacrifices dans l'épopée homérique, à savoir sfatzein et kteinein, donc égorger, tuer. Je n'en ai pas parlé dans les leçons sur l'épopée homérique, mais un verbe de cette composition, donc bouphonos, en l'occurrence bouphonein, est attesté dans l'Iliade, et il s'agit de ce qu'on appelle un apax, c'est-à-dire on ne le trouve nulle part ailleurs dans les textes qui nous sont parvenus, hormis évidemment dans les commentaires à l'Iliade, qui reprennent le terme pour l'expliquer. Mais ça n'enlève rien au statut d'apax de cette occurrence. Nous sommes alors au champ 7, pendant une trêve dans les combats. Les guerriers grecs ont élevé un mur pour protéger leur navire. C'est le fameux rempart du camp achéen qui sera détruit au champ 12. Au terme de ce labeur, donc, chacun rentre dans son baraquement, chaque garnison, chaque contingent de l'armée grecque rentre dans son baraquement, et nous dit le poète, il tuait des bœufs parmi les baraques et prenait un repas. Des bateaux accostèrent en nombre venus de Lemnos avec du vin. Eunéos, fils de Jason, les envoyait. Puis j'ai passé quelques vers qui parlent justement de la précipitation avec laquelle les soldats se dirigent vers cet arrivage de vin. Et donc ils acquièrent le vin selon des échanges de types différents, puis ils firent un repas de fête. Toute la nuit, les Achéens au crâne chevelu prenaient leur repas, et même dans la ville, Troyens et alliés. Le vers est en fait comparable. Donc, je l'ai mis en grâce, voilà la traduction. Donc, vous voyez le verbe bouphonein ici, il tuait des bœufs. Le vers est comparable en fait à ce que nous avons déjà vu au champ 2, quand, avant la bataille, chaque contingent, donc c'était avant dans le récit, chaque contingent se retrouve dans son baraquement pour sacrifier à ses propres dieux et prier pour échapper à la mort au combat, tandis qu'Agamemnon sacrifie à Zeus un bœuf gras de 5 ans, avec l'élite des chefs achéens. Souvenez-vous, c'est le passage où finalement Zeus n'accepte que partiellement la requête d'Agamemnon. Les Grecs prendront Troie, effectivement, mais pas tout de suite. Or, que lisons-nous au vers 399-400 de ce passage? Donc, je lis l'ensemble du passage. Ils firent monter la fumée parmi les baraques. On a donc l'expression cataclysias. Oui, j'aurais pu éliminer le premier vers que je n'ai pas traduit ici. Ils firent monter la fumée parmi les baraques et prirent leur repas. Ils sacrifiaient aux dieux qui sont nés pour toujours, chacun le sien, en demandant d'échapper à la mort et au tourment d'Arès. Alors, le seigneur des hommes, Agamemnon, immola un bœuf et gémit
en évidence l'expression que nous avons étudiée précédemment, Boun Yeresé, donc un bœuf gras de 5 ans, au très puissant fils de Cronos. En fait, l'apax bouphonein du chant 7 s'inscrit dans la même lignée que le Boun Yeresé du vers 402 au chant 2, que vous avez donc sous les yeux. Le passage dans son ensemble met l'accent sur l'arrivée d'une cargaison de vin sur laquelle tous vont se précipiter pour en acquérir. Donc c'est la boisson et l'ivresse et la fête qui sont ici à l'avant-plan, et il n'y a pas de connotation particulière dans l'usage d'un composé en phonos dans ce passage. Il s'agit de ce que le poète évoque par ailleurs, on vient de le voir, par l'expression « boun yerein », immoler un bœuf, mais sous la forme « abattre un bœuf ». Je remarque simplement ici que, vu la centralité donc, de la consommation de vin qui est en arrière-plan du passage, un abattage formellement ritualisé n'est pas l'enjeu de ces vers, mais on ne peut pas évidemment l'exclure. Nous avons donc croisé ici le verbe bouphonein, qui est évidemment en relation directe avec notre dossier, et il est unique. Je l'ai dit, c'est un apax. Le substantif bouphonos, tueur de bovins, apparaît quant à lui dans l'hymne homérique à Hermès dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je vais y revenir brièvement parce que c'est un passage que j'ai laissé de côté la semaine dernière. Vous vous souvenez, les deux frères, Hermès et Apollon, se sont rendus au bord de l'Alphée, donc là où les vaches ont été cachées et 2 d'entre elles ont été tuées. Et Hermès amadoue son frère en chantant de la musique sur la lyre qu'il a fabriquée. Apollon est absolument charmé, vous vous souviendrez, charmé par cette performance, et il s'adresse à Hermès en ces mots. « Bouffonné, tueur de vaches, inventeur infatigable, compagnon de banquet, cet objet de tes soins vaut bien 50 vaches. » Je vous ai dit que les vaches étaient une monnaie d'échange. Je pense que notre différend se réglera paisiblement désormais. Les 3 vocatifs que vous avez ici au vers 436 résument en fait les actions d'Hermès dans l'intrigue qui précède le dialogue entre les 2 frères. Si vous avez encore la leçon dernière en tête, vous vous en souvenez. Il y a le vol et l'abattage des vaches, l'invention de la lyre, mais aussi des bâtons à feu, et l'intégration à la réception des dieux à laquelle Hermès aspire en répartissant la viande en 12 portions strictement égales. Or, vous vous souviendrez que j'ai refermé la leçon de la semaine dernière sur une correction paléographique, proposant donc de suivre Christophe Cusset quand il proposait de restituer ici Toiné au lieu de Forès dans le passage où précisément on parlait du signe d'un festin d'un nouveau genre. En tout cas, c'est la proposition que je faisais en termes de traduction. Et une incursion toujours à la recherche de ces occurrences de bouphonos qui ne sont pas très fréquentes. Mais je voudrais faire une incursion dans le Prométhée enchaîné d'Échille, parce que ça renforce l'argument que je vous avais proposé la semaine dernière, tout en offrant une autre attestation de l'adjectif qui nous intéresse. Je lis la traduction des vers 526-531 avec vous. Non, c'est le cœur qui parle, le cœur des Océanines qui interagit avec Prométhée durant la pièce. Non, que jamais le maître du monde, que jamais Zeus n'ait à faire entrer sa puissance en lutte contre ma volonté, que jamais je ne tarde à inviter les dieux au, alors là je ne traduis pas tout de suite, Hosiai, c'est Osiai, j'aurais dû mettre le datif, Toinai bouphonois, près du cours paternel de l'intarissable océan. La référence à la lutte contre la puissance de Zeus est limpide. C'est la crise prométhéenne dont il est question. C'est ça le point dans le Prométhée enchaîné. C'est cette lutte des volontés entre Zeus et Prométhée dont nous parle par ailleurs la Théogonie. L'engagement des Océanines, qui sont des déesses à honorer les dieux, est évidemment quelque peu surprenant, mais je ne m'y arrêterai pas, ça m'emmènerait trop loin. Ce qui m'intéresse ici est la manière dont elles s'expriment dans une tragédie dont la date de composition, peu avant le milieu du 5e siècle avant notre ère, est un peu plus récente que l'hymne à Hermès. Mais dans les grands hymnes archaïques, l'hymne à Hermès est
le plus récent. Donc on le date généralement de la fin du VIe siècle, début du Ve siècle. Donc on n'est pas si éloigné que ça du temps de la composition du Prométhée enchaîné. Elle parle donc, ces océanines, d'inviter les dieux. Alors cette fois-ci, je traduis littéralement, c'est pas très joli, mais ça rend compte de ce qui est dit. Elles invitent les dieux donc au festin rituellement adéquat, c'est ainsi que je traduis Osios ici, où l'on tue des bœufs. Il s'agit en fait d'une intéressante variation sur les hécatombes qui sont offertes généralement dans l'épopée, au bord de l'océan, exactement là où les océanines situent la chose, au pays des Éthiopiens, qui vivent aux limites du monde, je vous en ai déjà parlé précédemment, où les dieux se rendent volontiers et s'asseyent au festin. C'est la même chose pour les Phéaciens, dont je vous avais dit en citant l'Odyssée que les dieux se montraient à eux lors des hécatombes et s'asseyaient parmi eux pour prendre part au festin. Donc on a cette question du festin auquel les dieux prennent part, ce qui nous renvoie évidemment au Théoxénia de la semaine dernière. Je n'y reviens pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est évidemment, principalement aujourd'hui, l'adjectif bouphonos, qui ne semble à nouveau recouvrir aucune connotation morale, enfin revêtir aucune connotation morale dans ces vers d'Échille, et l'idée de meurtre ne s'impose pas. On voit bien que le terme n'est pas nécessairement connoté dans ces textes anciens. Même dans l'hymne homérique, que je vous remets sous les yeux ici, où le contexte de l'invective d'Apollon pourrait peut-être être celui d'une accusation, mais ce n'est pas ce qui est en cause ici, puisque c'est le moment où Apollon est particulièrement charmé et où il va finalement considérer que 50 vaches, ce n'est pas cher payé, pour la lyre en question. Le contexte est donc positif ici aussi, et il s'agit à chaque fois de mettre un bovin à mort, à l'instar des démarches sacrificielles qui concernent d'autres animaux domestiques dans la poésie archaïque que nous avons parcourue. Il faut toutefois préciser, et j'entre progressivement dans le détail de mon argumentation, que le sacrifice d'un bovin n'est pas un rituel banal. C'est une démarche coûteuse. On le voit dans les calendriers sacrificiels des périodes ultérieures, les prix ne sont pas du tout les mêmes. C'est une démarche coûteuse, prestigieuse, et sur le plan pratique, parce qu'il ne faut quand même jamais oublier cette dimension quand on parle de sacrifice, c'est un acte plus complexe que la mise à mort du bétail de petite taille. On le perçoit notamment dans l'évocation de cette très longue évocation du sacrifice à Athéna dont le poète parle au chant 3 de l'Odyssée, dont j'ai déjà eu l'occasion de lire avec vous certaines parties de la description, mais pas celle-là. Donc je lis avec vous, c'est vers 447-455. Lorsqu'ils eurent dit les prières et lancé les grains d'orge, vous êtes maintenant familier de cette manipulation, aussitôt le fils de Nestor, le bouillant Thrasimède, le S étant trop, frappa de près. La hache trancha les tendons de la nuque et rompit la vigueur de la vache. Elles lancèrent le cri rituel, et les filles, les brues et aussi l'épouse respectable de Nestor, la première conçue par Clymène, Eurydice. Soulevant la vache au-dessus du sol, large socle, il la portait, l'égorgea Pisistrate, guide des hommes, le sang noir coula, le souffle quitta les os. Alors, soyons clairs, tous les bovins sacrifiés dans le monde grec ne sont pas ainsi soulevés pour dégager la gorge et faire couler le sang. Ça arrive dans quelques circonstances rituelles, mais ce n'est pas systématique. Il n'empêche, la taille de cet animal imposant exige davantage de technique et davantage de bras que l'égorgement d'un ovin, d'un caprin ou d'un porcelet. C'est sans doute une partie de l'explication du fait que seul le nom de bous, donc le bœuf ou la vache, entre en composition avec le champ lexical de l'abattage et non les ovins, les caprins ou les porcins. On n'a pas d'autre mot que bouphonos, enfin, d'autres adjectifs que bouphonos ou le verbe bouffonner pour dire l'abattage d'un animal. Les ovins, les caprins, les porcins n'entrent pas dans la composition de ce type de lexème, ce qui est significatif, évidemment, et qu'il faut comprendre. Mais ce n'est pas seulement une question de taille et de prestige.
car nous allons voir qu'un type de bovin précis est concerné et qu'il va falloir considérer cette identité spécifique pour comprendre la mise en évidence lexicale de sa mise à mort. Il n'y a que pour le bœuf ou la vache que le lexique produit ce genre de terminologie. Après ce préambule lexical, j'en reviens aux bouffonies athéniennes. Alors, nous savons par la remarque incidente d'un personnage des nuées d'Aristophane, je vous avais dit que j'allais faire des grands écarts de chronologie et de type documentaire. Nous savons dès lors par les nuées d'Aristophane, au vers 984-985, que les bouffonies athéniennes étaient considérées comme une célébration ancienne intégrée à d'autres vieilleries. Nous sommes sur la scène comique, il ne faut pas l'oublier, à la fin donc, des années 20 du 5e siècle. Là, on est en 423. Et donc un des personnages dit oui, ce sont des vieilleries qui sentent les dipolies avec tout plein de cigales, de kédides et de bouffonies. Donc on a nos deux termes, les dipolies. Bon, ça ne marche plus. Les dipolies et les bouffonies. Kédides est un poète du temps passé, donc voilà, il fait partie d'un temps révolu, et les cigales font référence à la mode manifestement un peu désuète de porter un bijou de cette forme dans les cheveux. Quant aux dipolies et aux bouffonies, je l'ai dit, les dipolies, c'est la fête de Zeus Polios, le terme même, le nom de la fête renvoie à Zeus Polios, au cours de laquelle un rituel spécifique appelé bouffonia est accompli, à savoir la mise à mort d'un bovin. Je vous ai dit, c'est athénien. Et ici, Aristophane parle évidemment aux spectateurs athéniens. Mais des bouffonia pourraient aussi avoir été célébrés ailleurs, en Eubée, à Délos, Athéos, Athénos, puisqu'un mois du calendrier de ces îles s'appelait Bouphonion. On connaît également l'existence d'un mois Boukatios en Grèce centrale, ce qui est significatif d'une fête appelée Boukatia. Et la formation du mot signifie aussi la mise à mort d'un bovin, non plus cette fois dans le registre du phonos, mais commandé par le verbe kainein, qui est très proche du verbe kteinein, donc tuer, avec une portée descriptive. Toutefois, ni dans les îles concernées, ni en Grèce centrale, on ne sait à quel dieu était destiné ce rituel sacrificiel et s'il avait perduré au-delà du maintien de la référence à ce rituel dans le calendrier. On a en fait très peu d'informations. C'est extrêmement fugace, mais le fait que ce lexique soit mobilisé dans les calendriers est intéressant en soi. Seule, en fait, la pratique athénienne est clairement associée sur la longue durée à une célébration pour Zeus Polios, dont les bouffonies sont une composante. En revanche, évidemment, et c'est ça qui est à la fois intéressant et intriguant, dans le calendrier athénien lui-même, donc on sait que les dipolies ont lieu en Schirophorion, et que les bouffonies font partie de ce rituel, mais le mois lui-même de Bouphonion n'apparaît pas dans le calendrier athénien. Quoi qu'il en soit de ce point, il existe donc une célébration ancienne que l'on retrouve en différents points du monde grec et dont le nom annonce qu'il s'agit de la mise à mort d'un bovin. En d'autres mots, il s'agit de le sacrifier. Mais pourquoi donner à une célébration un tel nom, alors que ce type de rituel, s'il n'était pas nécessairement commun, je vous l'ai dit, c'est un sacrifice de prestige, n'était pas non plus réservé à ce cadre rituel particulier. Autrement dit, on tuait des bovins pour les dieux à d'autres occasions que lors des bouffonies, ne fût-ce que des vaches, puisque bous peut être féminin, sauf aux déesses, mais aussi des bœufs pour des dieux masculins. Et je vous renvoie à ce sujet au livre récemment paru l'année dernière de Zoépite sur le bestiaire sacrificiel des normes rituelles épigraphiques. On voit bien qu'il y a des bœufs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, le vase qui a été choisi pour la couverture de ce livre montre précisément le sacrifice d'un bovin. C'est à ce point du questionnement qu'intervient l'étiologie athénienne que j'ai annoncée tout à l'heure. En effet, à Athènes, un récit expliquant l'origine du rituel était en circulation au moins depuis le IVe siècle avant notre ère,
à savoir le siècle où vécut un écrivain local nommé Androtion. Il avait écrit une histoire d'Athènes en 14 livres, et nous avons tout perdu. Vous voyez, le naufrage. Mais quelques fragments sont cités, notamment par une scolie au passage dénuée, que je vous ai lu tout à l'heure avec les vieilleries. Il y a donc des glossateurs plus récents qui ont commenté ces vers d'Aristophane. Et voyons le texte de la scolie où est enchâssée la citation de l'historien athénien. Je lis la traduction avec vous. Et les bouffonies. Donc voilà l'élément qu'on commente. Fête des Athéniens extrêmement ancienne. Donc quand Aristophane parlait de vieillerie, on voit bien qu'il fait écho à ce qui est ressenti par les Athéniens. Fête des Athéniens extrêmement ancienne, car ils disent qu'au Dipoli, un bœuf a mangé le gâteau préparé pour le sacrifice, et qu'un certain Taulone, comme il la tenait, tua le bœuf avec la hache. On suppose que là, il tenait la hache. Ainsi que le rappelle également Androtion au cours de son 4e livre. Donc voilà le fragment d'Androtion sans qu'on puisse savoir si c'est une citation littérale ou une paraphrase. C'est toujours la grande difficulté avec les fragments. En raison de cela, et là on sort manifestement du propos d'Androtion, il sacrifie un bœuf au Dipoli du fait que le bovin a mangé le gâteau, et puis après le manuscrit qui nous transmet tout cela est corrompu. Enfin, le texte est corrompu, pas le manuscrit, le texte est corrompu. Nous sommes donc là au IVe siècle avant notre ère. Il faut ensuite attendre la période romaine pour entendre à nouveau parler de ce rituel de mise à mort du bœuf qui a mangé le gâteau sacrificiel chez 3 auteurs qui s'échelonnent entre le milieu du IIe siècle de notre ère et la fin du IIIe. Donc je vous ai dit, toujours avoir conscience de ce grand écart. Il s'agit donc, dans l'ordre chronologique, de Pausanias, dont je vous ai déjà souvent parlé, de Claude Élien et de Porphyre. C'est sur Porphyre que je vais m'arrêter un moment, mais je commencerai par Élien avec la description, l'évocation la plus brève des 3 auteurs, et je lis ce qu'il nous dit dans ces histoires variées qui sont une sorte d'anthologie de données un peu pittoresques, donc c'est assez difficile à appréhender le contexte, d'où cela vient, les sources, mais quoi qu'il en soit, il rapporte que la coutumatique suivante est en vigueur. Quand le bœuf est égorgé, jugeant chacun pour avoir pris part à la mise à mort, ils acquittent les autres, mais incriminent le couteau et disent qu'il l'a tué. Le jour où ils accomplissent cela, ils donnent à la fête des Dipolies aussi le nom de bouffonie. Donc on voit bien que les bouffonies, c'est une partie des Dipolies. Le bœuf est tué, cette fois-ci, chez Élien, mais il n'y a pas de mention du gâteau. En revanche, on voit apparaître une procédure judiciaire qui aboutit à la condamnation du couteau qui a servi à l'égorgement. Un siècle avant Élien, je continue mon parcours dans les sources, dans la documentation. Un siècle avant Élien, Pausanias parlait, lui, du gâteau. Je vous mets le texte sous les yeux. On est au livre 1 et Pausanias est sur l'Acropole. Sur l'Acropole, il décrit ce qu'il voit et il y a notamment, je cite la traduction, une statue de Zeus, œuvre de Léocarès, un Zeus appelé Polius. C'est celui qui nous intéresse. Et tout en exposant les rites du sacrifice pour ce dieu, je ne vais pas écrire la raison que l'on en donne. Donc pas d'étiologie chez Pausanias, ce qui est assez rare. On dépose sur l'autel de Zeus Polius des grains d'orge mêlés à du froment et on les laisse sans surveillance. Le bœuf que l'on a préparé pour le sacrifice et que l'on garde à cette intention vient près de l'autel et touche au grain. Les Athéniens appellent l'un des prêtres Bouphonos, le tueur de bœuf, et il abandonne la hache sur place, car c'est ainsi leur coutume. Il se sauve et disparaît. Eux, puisqu'ils ne savent pas quel est l'homme qui a accompli l'action, traduisent la hache en justice. Voici ce qu'ils font de la manière que l'on vient de dire. Mais ce n'est pas tout. Car, un peu plus loin au livre 1, parlant cette fois des tribunaux d'Athènes, Pausanias revient sur cette immolation du bœuf à l'autel de Zeus Polius à propos de l'instauration d'un tribunal, à propos de l'action, je dirais, qui est attendue d'un tribunal, celui du Prytanée, et voici ce qu'il dit. Au tribunal appelé Prytanéon, on juge les objets. En fait, c'est un tribunal des choses inanimées. Les objets en fer, ainsi que tous les objets inanimés, ce tribunal fut institué, à mon avis, lors du fait suivant.
Sous le règne d'Érectée, donc là on s'inscrit dans une chronologie, alors certes pour nous elle est mythique, mais c'est une chronologie du passé des Athéniens, le Bouphonos tua alors pour la première fois un bœuf sur l'autel de Zeus Polios. Il laissa sa hache sur place et s'exila hors du pays. On jugea la hache aussitôt et elle fut relaxée. Jusqu'à notre époque, chaque année, elle passe en jugement. Pausanias, on l'a vu, donc j'ai mis la partie en grâce, n'écrira pas les raisons pour lesquelles on accomplit ce sacrifice. En d'autres termes, il ne donne pas d'étiologie et si ce point vous intéresse, j'ai eu l'occasion d'en parler déjà il y a un certain temps dans l'ouvrage que j'ai consacré à cet auteur et donc je ne vais pas y revenir puisque je parle d'étiologie. Élien, on l'a vu, ne donne pas davantage d'explications. Seul finalement Androtion, dans ce qui est sans doute une paraphrase du glossateur des nuées, parle de la première fois. Un certain Taoulone, qui tenait une hache, allez savoir pourquoi, l'utilisa pour frapper un bœuf qui avait mangé un gâteau prévu pour un sacrifice, dont on peut supposer qu'il était déjà destiné à Zeus Polios, même si ce n'est pas dit dans le fragment. Enfin, on a les dipolis quand même, donc ça doit être Zeus Polios. On voit dès lors se profiler un rapport de cause à effet entre la consommation de produits céréaliers, des grains ou un gâteau selon les auteurs, et la mise à mort de l'animal. Mais c'est chez Porphyre, et c'est mon troisième auteur de la période romaine, c'est chez Porphyre, qui est, et ce n'est pas indifférent, un philosophe néoplatonicien, donc du IIIe siècle de notre ère, c'est chez lui donc que l'on trouve l'exposé le plus circonstancié du récit de fondation de ce sacrifice athénien. Il apparaît au deuxième livre du traité de Porphyre intitulé « De l'abstinence » et remonte probablement au traité sur la piété de Théophraste, qui était l'élève d'Aristote. Donc, si effectivement Porphyre a bien utilisé, ce qui est assuré, mais c'est la littéralité de la citation qui peut parfois poser problème, mais en tout cas, il y a dans l'usage que nous pouvons faire du témoignage de Porphyre, on est évidemment renvoyé avec Théophraste au IVe siècle, avant notre ère, c'est-à-dire un tout petit peu après Androtion. Donc vous voyez, le dossier est complexe d'un point de vue chronologique. Un des arguments majeurs du philosophe Porphyre dans son traité est l'interdiction de sacrifier des êtres animés par ceux qui veulent vraiment faire preuve de leur piété. Et ceux qu'il veut convaincre, ce sont les philosophes. Donc la dette de Porphyre, je le disais, à l'égard de Théophraste, est explicite en maints endroits du texte, et ce qui concerne les bouffonies lui doit sans doute beaucoup. Peut-être pas tout, et assurément pas tout, dans la mesure où, évoquant au chapitre 9 et 10 du livre 2 l'origine du sacrifice des différents animaux domestiques, Porphyre prend l'exemple d'Athènes, sans se référer à une source précise, où les causes de cette mise à mort, dit-il, trouvent leur origine dans l'ignorance, la colère ou la crainte. Mais là, il parle de tous les animaux de sacrifice, pas uniquement du bœuf. Ainsi, je vous résume le passage, l'immolation des porcs trouverait son origine dans un accident, une femme qui aurait par inadvertance tué un porc, et le mari, prudent, serait allé à Delphes pour voir s'il ne fallait pas prendre des précautions. Et là, l'oracle lui aurait dit non, non, vous pouvez mettre des porcs à mort dans le cadre sacrificiel, il n'y a pas de problème, ça peut être indifférent. Les moutons, ce n'est pas un accident cette fois, c'est plus problématique, c'est un expert en choses religieuses qui va à Delphes pour voir si on peut mettre à mort des moutons pour les dieux. Et effectivement, Apollon y consent avec quelques réserves. Et puis, l'immolation des caprins est fondée sur le fait qu'une chèvre aurait brouté des rameaux d'une vigne portant atteinte à la plante dionysiaque par excellence. Et donc, on a un petit peu le même rapport de sanction, si vous voulez, que dans le cas du bœuf qui a mangé le gâteau. Mais ces étiologies ne sont rattachées à aucun culte spécifique et sont sans doute des extrapolations fondées précisément sur le cas du bœuf, qui vient juste après, dans le propos de Porphyre. Donc il vient de parler des porcs, des moutons, des chèvres, et puis il arrive au bœuf, à cet endroit-là, où il ne fait pas du tout référence à Théophraste. Et il écrit
Quant au bœuf, Diomos fut le premier à l'égorger, alors qu'il était prêtre de Zeus Polius. Nous revoilà dans notre contexte. On célébrait les 10 polis et les produits de la terre étaient là, préparés selon l'usage d'autrefois, quand le bœuf goûta au gâteau sacré. Avec l'aide d'autres personnes présentes, alors le prêtre tua l'animal. À ce stade donc, du propos de Porphyre, centré sur les raisons problématiques qui ont présidé au sacrifice animal, on retrouve le lien déjà perçu chez Androtion entre le fait que le bœuf mange ce qui était prévu pour l'hommage à Zeus, Polius, et sa mise à mort. Le culte du dieu est donc antérieur au sacrifice du bœuf. On a un sacrifice, on a même un prêtre dans ce cas-là. Son nom renvoie au nom d'un dématique, donc on est vraiment dans ce contexte-là. Et le changement rituel porte sur le régime de l'offrande qui est réservé aux dieux. Donc il n'y a pas de création de culte. Hein. Là, on est vraiment dans l'étiologie d'une procédure d'offrande. À cet endroit de son propos, on est au chapitre 10. Il n'est pas du tout sûr, et il est même sûr du contraire, que Porphyre se fonde sur Théophraste. En revanche, plus tard dans le livre 2, c'est à Théophraste qu'il fait référence explicitement et il commence le long développement dont je vais maintenant vous parler par cette considération générale qui colore évidemment tout ce qui va suivre. Il ne faut pas perdre de vue cette coloration spécifique du propos du philosophe néoplatonicien. Car, dit-il, écrit-il, les hommes ne doivent ni souiller les autels des dieux par le meurtre, et donc vous voyez ici que la notion de phonos est vraiment pleinement assumée dans sa dimension morale, ni toucher à une telle nourriture, pas plus qu'au corps de leurs semblables. Au contraire, il faut élever au rang de leçon valable pour tout le monde l'usage qui est encore conservé à Athènes. Et là va commencer l'étiologie dont je vais vous donner le détail. Donc, en fait, ce qui est valorisé ici, c'est l'alimentation végétarienne, avec donc ce phonos qui est vraiment connoté négativement, qui conduit à une injonction d'éviter de tuer des animaux pour honorer les dieux. Dans le propos de Théophraste comme de Porphyre, puisqu'ici on peut les superposer, les animaux sont, tout comme les hommes, des vivants animés dont il est impie de retirer la vie. Mais vous aurez remarqué, et c'est pour ça que j'ai commencé par une réflexion sur le vocabulaire et le lexique dans la première partie de cette leçon, ce n'est pas en ce sens aussi connoté que le champ lexical était utilisé précédemment. Bouphonein dans l'Iliade, bouphonos chez Échille, ne présentait pas ce type de connotation. S'ouvrent ensuite les 2 chapitres qui rapportent le récit étiologique des bouphonies, que je vais résumer parce que c'est vraiment très long, en mettant en exergue, pour vous permettre de suivre aisément, les éléments constitutifs du récit. Vous voyez, en fait, fondamentalement, ce dossier est exceptionnel, parce qu'on a toute une série de documents qui l'attestent, à des périodes différentes, dans des perspectives différentes, et c'est assez rare, il faut bien le dire, en ce qui concerne les rituels de l'Antiquité grecque. Tout d'abord, donc, dans cette étiologie, on se trouve précipité dans l'ancien temps, topalaion, un temps où les hommes offraient aux dieux le fruit de leur récolte et avaient un régime végétarien. C'est une interprétation des philosophes. Vous vous souviendrez que Pausanias parlait du règne d'Érectée, qui est certes un roi que nous qualifions de mythique, mais il est ancré dans une chronologie relative qui n'a rien à voir avec un âge d'or hors du temps. Je poursuis. Alors que se tenait un sacrifice public, commun, un certain Diomos, c'est déjà le nom qui était envisagé au chapitre 10 précédemment, ou Sopatros, voilà qu'il change de nom, ce qui signifie que dans la première version, ce n'était sans doute pas le texte de Théophraste, mais que dans cette version-ci, il y a une volonté de combiner les 2 traditions. Vous voyez comme on est obligé de travailler de cette manière-là pour remettre les choses en contexte. Et ce Sopatros n'était pas du pays,
nous dit le texte. Attendez, non. Ce Sopatros n'était pas du pays, mais il cultivait la terre à travers l'Attique. Donc c'était un agriculteur. Et il avait placé un pélanos, donc un gâteau, qu'on peut qualifier parfois de gâteau sacré, parce que c'est souvent dans un contexte rituel que le terme apparaît, et des tulemata, c'est-à-dire un ensemble de farine avec des liquides comme de l'huile ou du miel, ou parfois du vin. Donc il avait placé tout ça sur la table afin de les offrir en sacrifice aux dieux. Aux dieux. On est dans un destinataire générique. Nous sommes donc dans le cadre d'un sacrifice officiel, mais rien n'est dit à ce stade du destinataire divin spécifique, ni non plus du sanctuaire, ni de la localisation. On voit simplement surgir une table sur laquelle on a déposé des offrandes d'origine végétale en vue de leur combustion pour les dieux, puisque vous avez tuoil, c'est le verbe tuein dont je vous ai déjà parlé, il y a l'idée de combustion. L'identité spécifique de la fête est d'abord, à ce stade, escamotée, alors qu'elle était bien précisée au chapitre 10, la première fois où on voit apparaître Diomos. On voit bien ici, et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut jamais oublier les intentions idéologiques de cette description, la volonté d'adopter une perspective généralisante. Le philosophe se place vraiment en surplomb. La deuxième étape fait monter la tension dans le récit, dans la mesure où un bœuf, revenant avec d'autres du travail, dévora une partie des offrandes et piétina le reste. L'homme se met alors en colère, s'empare de la hache qui était en train d'être aiguisée, on ne sait pas trop bien ce qu'elle faisait là, et il frappe le bœuf qui finit par mourir. À ce moment-là, Sopatros réalise la gravité de son geste, enterre le bœuf et s'exile en Crète comme quelqu'un de maudit pour son impiété, signe que l'action était effectivement problématique aux yeux des dieux. Il y a là l'usage d'un vocabulaire, je vous passe le détail, mais qui montre qu'il y a une colère divine potentielle qui se manifeste potentiellement donc au-dessus de Sopatros. Et effectivement, les dieux ne sont pas contents. Une sécheresse s'abat sur l'Attique, les récoltes sont impossibles. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On envoie une délégation à Delphes. Et c'est une délégation officielle. Le terme koinos, koiné ici. Et la Pythie répond qu'il faut retrouver l'exilé crétois, punir le meurtrier et remettre le mort sur pied au cours du même sacrifice où on l'avait tué. Les choses s'amélioreraient, dit encore l'oracle, pour ceux qui goûteraient aux morts sans retenue. Donc, l'oracle offre une solution en 3 temps. Il faut rejouer la mort du bœuf dans le cadre où elle a eu lieu la première fois. Alors, nous savons, nous, que c'est le sacrifice de Zeus Polios, mais le texte ne le dit pas. Il n'y a pas de contextualisation. C'est juste que c'est à Athènes, topalaion, dans l'ancien temps. Il faut donc rejouer la mort du bœuf, mais le remettre sur pied, et enfin, le bœuf mis à mort doit être consommé sans réserve, ce qui fait penser à l'oracle de l'autre passage sur la mort du porc, où l'oracle disait « non, non, allez-y, vous pouvez manger, c'est totalement indifférent ». Donc, le dieu consent à la mise à mort, et on voit bien que ces petites étiologies dont je vous ai parlé tout à l'heure ont été calquées sur celles du bœuf. On retrouve finalement le responsable, Sopatros, qui considère qu'il faut effectivement qu'il se débarrasse des problèmes posés par la malédiction qui le frappe, et ce sera possible si tout le monde fait collectivement ce qu'il a fait. Donc il faut une prise en charge par la communauté entière. Il faut donc que le bœuf soit abattu par la cité. Ils sont évidemment incapables de trouver quelqu'un qui accepte d'abattre le bœuf à venir, et donc Sopatros propose ses services à condition qu'ils en fassent un citoyen. Vous vous souvenez qu'il ne l'était pas. Il cultivait la terre un peu partout en Attique, mais il venait d'ailleurs. Ils tombent d'accord, et une fois rentrés dans la cité, tout cela s'était donc négocié en Crète, ils organisent le rituel, encore en vigueur
parmi eux. Et là se referme le chapitre 29. J'ai dit qu'il y avait 2 chapitres. Le chapitre 30 présente alors la manière dont le rituel a été mis en place avec une série d'acteurs successifs. Il y a des jeunes filles hydrophores, les porteuses d'eau, pour aiguiser la hache et le couteau. Il y a aussi un agent qui doit être différent à chaque étape. Il y en a un qui frappe le bœuf, un autre qui l'égorge, un autre qui l'écorche. Et vous retrouvez les opérations qui nous sont familières depuis que nous avons lu les passages de l'épopée à ce sujet. Ensuite, on doit remettre le bœuf sur pied, on coud la peau du bœuf qu'on bourre de foin et donc on le remet droit comme s'il était vivant et on l'attelle à une charrue. Survient ensuite le jugement du meurtre, crisis touphonu, où chaque participant de l'action collective est invité à se justifier. Alors dans toute cette affaire, on en a déjà eu une idée chez Pausanias tout à l'heure, les jeunes hydrophores sont moins responsables que les aiguiseurs, ces derniers le sont moins que celui qui a tendu la hache, celui-ci se défausse sur l'égorgeur qui accuse le couteau. Ce dernier, n'ayant pas le pouvoir de parler, devient le responsable du meurtre, et Théophraste Porphyre d'ajouter « Depuis ce temps-là jusqu'à nos jours, et voilà, on quitte la position surplombante de la généralité pour rentrer dans l'étiologie précise. Donc, depuis ce temps-là jusqu'à nos jours, au cours des Dipolies sur l'acropole d'Athènes, les personnes susdites accomplissent toujours de la même façon le sacrifice du bœuf, ayant déposé sur la table de bronze un gâteau et de la pâte. C'est le pélanos et les tulémata que nous avons vus tout à l'heure. Ils font circuler autour les bœufs désignés à cet effet, et l'on abat celui qui mange les offrandes. Puis, j'ai passé, parce que c'était trop long, suit le nom donc, des lignages différents en charge des différentes étapes, puisqu'il faut chaque fois des acteurs distincts. Et puis on a cette phrase qui semble extrêmement mal localisée, et c'est pour ça qu'on voit bien que ce sont des recompositions en fonction des lectures de Porphyre. Ayant rempli la peau du bœuf et comparu au procès, ils jetèrent le couteau à la mer. En fait, ça aurait dû arriver après, à la fin de la description du procès. Quoi qu'il en soit de ce point, donc, Porphyre conclut de tout cela que dans les temps anciens, il n'était pas licite, rituellement adéquat de tuer les animaux qui nous aident à assurer nos moyens d'existence. Il faut donc aujourd'hui se garder de le faire. Il faut bien dire que la conclusion est pour le moins abusive, puisqu'elle centre l'attention sur le procès du couteau en oubliant le fait massif que l'oracle d'Apollon exhorte ceux qui l'ont consulté à consommer la viande du bœuf, sans réserve, de même que le mouton, etc., enfin le porc. Mais cette consommation se fait dans le cadre rituel spécifique de sa mise à mort, assumé par toute la cité. Je vous avais annoncé un dossier complexe et la comparaison des différents témoignages l'atteste. Alors, il est clair que ce dossier, par sa richesse, a déjà été beaucoup travaillé et je vous remets sous les yeux ces 2 références que je vous ai données en commençant ce cours. Donc, Jean-Louis Durand a énormément fait pour une meilleure compréhension, a énormément contribué à une meilleure compréhension de tout ce dossier, et notamment la mise en évidence de la relation particulière entre labour et sacrifice. D'où le titre du livre de 1986 et toute une série d'articles repris dans le volume de 2022 où il a poursuivi l'analyse du mythe des bouffonies en ce sens. Je vous donne également 2 références plus récentes sur les rituels qui reprennent la bibliographie abondante sur le sujet. Mais que puis-je vous dire pour ramasser tout cela et le faire rentrer dans ma propre réflexion sur les questions sacrificielles? Tout d'abord, je voudrais souligner le cadre précis dans lequel s'inscrit l'étiologie. Il s'agit du sacrifice d'un bœuf pour Zeus Polieux sur l'acropole d'Athènes et non du sacrifice grec en général. En dépit de la manière dont Porphyre, je vous ai dit, se met d'abord dans une position de surplomb et assez générale. Ensuite, il faut insister tout aussi vigoureusement sur le fait que la description la plus détaillée de l'étiologie, je vous ai montré quelques éléments un peu fragmentaires que l'on a chez les uns et les autres, et puis on a ce fait massif de l'étiologie chez Porphyre. Mais en fait, cette étiologie est instrumentalisée à des fins argumentatives précises.
Il s'agit pour Théophraste comme pour Porphyre de soutenir le régime végétarien qui aurait été celui des premières communautés humaines en soulignant l'impiété présumée de l'alimentation carnée. Ce qui, par parenthèse, est une belle illustration du caractère, le lien, plutôt une belle illustration du lien étroit entre sacrifice et alimentation carnée. Néanmoins, donc il ne faut jamais oublier ça, mais au-delà de cette relecture orientée, les données du récit et du rituel lui-même sont têtues et doivent être affrontées. Tout n'est pas de l'ordre de l'idéologie végétarienne. Je reprends les points. Zeus Polieux, sur son acropole, aurait jadis reçu un pélanos et des tulémata comme offrande, c'est-à-dire des offrandes céréalières travaillées, avant que le régime sacrificiel de son culte ne change et n'intègre un bovin. Nous sommes donc, pour reprendre toutes les étiologies que je vous ai déjà soumises, globalement dans un cadre postérieur à la crise prométhéenne, avec le feu, l'agriculture, le sacrifice du petit bétail. Certes, ce Zeus-là reçoit des gâteaux, mais rien ne dit que le sacrifice n'est pas à l'œuvre ailleurs, dans d'autres cultes. On a des parthénoïs, les hydrophores, ce sont des parthénoïs, donc on est vraiment après méconnaît. En d'autres termes, toute cette affaire n'est pas une étiologie du sacrifice sanglant comme tel, mais il offre une réflexion sur la mise à mort d'un bovin. Deuxième point. Dans le récit, Zeus Polieux sur l'acropole de sa fille, Athénapolias, est déjà un dieu civique et pas seulement un dieu météorologique des hauteurs. La cité en tant qu'entité de vie collective organisée sur un territoire donné est déjà là, et la narration en fait même un point récurrent et donc saillant de l'intrigue. Je vous ai remis en rouge tous les éléments où on a du collectif ou du civique. C'est un sacrifice commun qui sert de cadre à la colère de Sopatros, même si c'est son offrande qui est mangée et piétinée par le bœuf. Il ne s'agit pas d'un rituel effectué par un simple particulier, mais bien par un collectif. C'est également en commun qu'il est décidé d'envoyer une délégation à Delphes. Quand ceux qui le cherchent retrouvent Sopatros et négocient son retour, la traduction concrète de l'oracle d'Apollon implique un acte collectif et plus précisément encore un acte de la cité. Le bœuf doit être abattu par la cité. Sopatros ne peut assumer cet acte que s'il devient citoyen. Donc le koinon, le commun, le collectif dont il est question depuis le début, et donc bien cette communauté de la polis, la cité, et Zeus est déjà polieuse en ce sens. Et puis on le voit à la fin, c'est dans la polis que le groupe ramène Sopatros une fois qu'on a négocié avec lui. Ce qu'il faut souligner, c'est que le bœuf mis à mort est un animal qui rentre du travail, à savoir un bovin castré qui servait de bête de trait, que ce soit dans les champs pour le labour ou ailleurs pour traîner des charges. C'est un auxiliaire du travail des hommes qui est ici explicitement concerné et frappé par la colère de Sopatros. Et ce constat est fondamental pour comprendre l'enjeu de toute cette affaire. Déjà dans les Travaux et les Jours, Hésiode conseillait aux paysans d'avoir une maison, une femme et un bœuf de labour. Donc on voit bien que ce trio était essentiel pour le paysan. Et le remarquable ouvrage de Christophe Chandezon sur l'élevage en Grèce ancienne l'a rappelé, la proximité entre les paysans grecs et leurs bovins se traduisait notamment par le fait qu'ils leur donnaient des noms, comme aux chiens, comme aux chevaux. Je vous dirais que mon grand-père était éleveur et ses vaches avaient des noms. Et Christophe Chandezon rappelle également que selon Élien, citant une loi athénienne, mais Élien, je vous ai dit, dans les histoires variées, les contextes et la chronologie sont impossibles à restituer. Mais quoi qu'il en soit, selon lui, il y avait une loi athénienne qui, entre autres, disait qu'il ne fallait pas sacrifier un bœuf laboureur qui avait travaillé sous le joug d'un arrière ou même d'un char, car il était aussi un paysan et un compagnon de l'homme dans ses peines. C'est sur cet arrière-plan, et je vais conclure, que vient se dessiner l'étiologie des bouffonies. Non seulement le sacrifice d'un bovin est prestigieux, coûteux, voire spectaculaire, quand vous avez le groupe qui le soulève, même si je vous ai dit que ce n'était pas nécessairement la règle.
alors que ce soit un taureau, une vache ou un bœuf, mais quand il s'agit d'un animal castré, d'un mâle castré, c'est aussi potentiellement un auxiliaire du travail humain que l'on tue. Un tel faisceau d'éléments permet de comprendre, me semble-t-il, pourquoi seul le nom de cette espèce entre dans la composition d'un terme qui exprime la mise à mort. Même si l'usage de bouffonein dans l'Iliade ou de bouffonos chez Échille ne paraît pas connoté moralement, l'étiologie des bouffonies, au-delà des appropriations végétariennes par les philosophes, laisse poindre une forme de malaise dans la mise à mort d'un animal potentiellement aussi domestique que l'était le bœuf. Il a manifestement fallu construire rituellement, et c'est aussi à ça que servent les rituels, ce processus au sein des cités à une époque ancienne. Les noms de mois dont j'ai parlé tout à l'heure attestent que c'était un rituel partagé, même si, là encore, pour les noms de mois, la chronologie est souvent extrêmement difficile à fixer. De ce malaise porte encore la trace le rituel judiciaire, du procès de la hache ou du couteau, selon les auteurs c'est l'un ou l'autre, mais en tout cas c'est un objet inanimé qui a servi à tuer le bœuf. Et Pausanias témoigne que ce procès existait toujours de son temps, en pleine période romaine. Et sur ce point précis, je pense qu'on peut lui faire confiance. Mais le fait qu'Aristophane, à la fin du Ve siècle, plaisante sur ces vieilleries de la vie religieuse athénienne, montre aussi que le rapport à l'élevage des bovins avait évolué entre la période archaïque et la période classique. Et donc il faut injecter de la diachronie dans la réflexion pour tenter d'éclairer ce dossier compliqué. Les bœufs sacrifiés dans les cités classiques, donc quand Aristophane parle des vieilleries, étaient achetés à des éleveurs ou prélevés sur les troupeaux de sanctuaires. La problématique du bœuf de labour ne se posait plus de la même manière que du temps des travaux d'Hésiode. En revanche, en situant ce processus dans le cadre du culte de Zeus Polios et en plaçant l'agriculture en son cœur, ce sont les produits de la terre qui sont déposés sur la table, Sopatros est un agriculteur, le bœuf est une bête de travail, donc probablement un bœuf de labour. Donc en faisant tout cela, l'étiologie rappelle à sa manière, et c'est sans doute aussi pour cela que ça a perduré, cette étiologie rappelle les composantes de la vie civilisée que les communautés humaines sont censées avoir héritées de la crise prométhéenne. Il faut travailler la terre pour se nourrir. Il faut honorer les dieux en respectant leurs injonctions. Ici, c'est l'oracle de Delphes. Et faire société au sein de l'entité que les Grecs appellent une polis, une cité, en l'inscrivant dans la culture sacrifiante qui fait des dieux eux-mêmes des membres de la communauté. Ce sont les dieux citoyens qu'invoquait le chœur des femmes dans les 7 contre-thèmes d'Échille, d'où je suis partie en février. Et je m'arrêterai là avant de reprendre dans 3 semaines pour les 2 dernières heures. Merci pour votre attention.